Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de pédocriminalité, de Bétaram, de François Bayrou, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, la lettre de Géopolitique Profonde, elle est entre mes mains. Voilà, le mois de février, il reste encore 3 jours pour la fin février. Une version mars arrivera, mais allez-y sur celle-ci, elle est exceptionnelle. Sylvain Ferreira, Laurent Michelon, François Martin, Pierre-Antoine Plaquevent, des articles exceptionnels. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous rejoignez le club Géopolitique Profonde avec nos amis cités. Ah oui, la soirée, on n'a plus de place, c'est fini, c'est complet, donc plus la peine de vous y inscrire. Et puis n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur, la boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Alors je reçois Marc Daoud, directeur de publication du magazine Nexus. Bonjour cher Marc, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire à Nexus. Ça fait un moment, j'ai l'affaire Bétaram, je me suis plongé depuis quelques semaines, et bien avant, parce que cette affaire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on en reparlera sûrement après, toutes les affaires de réseaux pédos depuis les années 90 en France ont subi le même sort, malheureusement. C'est la loi du silence, c'est l'omerta, et c'est souvent la complicité des politiques et de certains médias. Alors là, on voit qu'il y a un front commun contre Bayrou, donc là, on a très, très clairement compris que ça va être le fusible très certainement qui va sauter. Moi, la question que je me pose, c'est derrière ce fusible, qu'est-ce qu'il y a à protéger ? Et on voit que très certainement les réseaux pédos implantés dans ce pays ne seront pas inquiétés. Pourquoi ils ne seront pas inquiétés ? Parce que on voit déjà de l'époque de Jean-Pierre Mocky qui le dénonçait, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des omertas dans le sujet de la pédocriminalité parce que des gens dans les gouvernements depuis des décennies sont impliqués. Il y a eu l'affaire du Choral, il y a eu l'affaire du CD-ROM de Zandvoort, on en reparlera après. Elisabeth Guigou qui jouait déjà un rôle dans, on va dire, la dissimulation de preuves. Comme par hasard, était ensuite garde des Sceaux à la suite de l'affaire de Bétaram. Et elle n'a rien fait. Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter notre ami Jean-Luc Robert qui est ici présent. Bonjour, cher Jean-Luc, comment allez-vous ? Bonjour Mike, ça va ? Et vous ? Très bien. Depuis hier. Voilà. Et donc, du coup, Bétaram, là, j'imagine que vous avez bien cogité. Oui, et puis moi, j'aimerais parler justement un petit peu, donner une explication, en tout cas, de comment se fait-il que cela arrive dans des institutions de type catholique, notamment, puisqu'il y a plusieurs affaires avant Bétaram. Je vais en parler ce soir pour dire que finalement, il y a quand même un lieu commun et d'essayer d'expliquer les mécanismes qui font qu'on en arrive à une maltraitance de l'enfant, pas que sexuelle, aussi maltraitance physique, des coups et tout ça, finalement, pendant autant d'années, finalement. Mais je veux dire, Bétaram n'est pas le seul établissement. C'est ce qu'il faut dire, parce qu'à chaque fois qu'on a une affaire comme ça, on dit, le scandale. Ouais. Il y a eu pas mal d'établissements à l'époque, donc de type catholique notamment, et je vais essayer d'expliquer ce phénomène. Le cheminement. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Dis-moi, Marc, alors voilà, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément, ou alors ils ont vu des bribes comme ça sur BFM, etc. Qu'est-ce que c'est exactement Bétaram ? C'est un établissement catholique dans les Pyrénées-Atlantiques où on a appris récemment que Bayrou avait ses enfants déjà scolarisés là-bas. Donc c'est un établissement un peu cossu, on va dire. C'est un établissement cossu, il fallait avoir les moyens, c'est aussi un pensionnat, donc il y a demi-pensionnaires et pensionnaires. Et il avait la réputation, pour beaucoup on a découvert ces derniers jours, d'être un établissement où on redressait un peu les enfants récalcitrants. Voilà, c'est un peu le type d'établissement où les parents légèrement aisés, voire plus, vont mettre leurs enfants pour un peu serrer la vis. Voilà. Il a un peu cette réputation-là. À l'ancienne, comme à l'époque, quand on faisait un peu les cons, nos générations en tout cas, on nous disait je vais t'amener en pension, quoi. Un peu ça. Moi-même, quand j'étais plus jeune, collège, lycée, j'étais dans un établissement un peu similaire, alors dans les Hauts-de-Seine, rien à voir,
Il n'y a pas d'affaires dans cet établissement à ma connaissance, mais c'était un établissement religieux avec des frères. On n'était que entre garçons et il avait aussi la réputation comme ça pour les gens aisés des Hauts-de-Seine. Moi, c'était pas vraiment le cas de mes parents, mais on va dire qu'ils voulaient essayer d'aspirer à ça, de mettre toutes leurs chances de leur côté et d'avoir un cadre. Et c'est vrai que cet établissement de Beta-Ram jouissait un peu de cette réputation-là, d'avoir ce cadre-là, de mater les enfants. Et on va le voir après, c'est vrai qu'il y avait des punitions horribles. Alors, qu'est-ce qu'on reproche, justement, tiens, des faits de violence physique et sexuelle, depuis plus de 50 ans. Ça commence déjà dans les années 60, je crois, 70. Il y a un premier témoignage d'un élève qui a subi des violences physiques. Et en fait, dans les décennies qui ont suivi, l'établissement a eu cette réputation-là, jusque dans les années 90, où là, il y a une première plainte qui est déposée, en 1996, pour un cas de violence physique assez grave, puisque c'est une... Alors, Bayrou disait qu'il pensait que c'était une simple claque, que ça a quand même abouti à une perte d'audition. C'est-à-dire que ça a percé le tympan de l'enfant. Donc on parle quand même de faits assez graves. À la suite de quoi, Bayrou, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, a commandé une inspection, un rapport d'inspection pour savoir ce qui s'y passait. Et on a vu il y a quelques jours l'inspecteur en charge de ce rapport qui a dit qu'il avait mal fait son travail. De ses aveux lui-même, a admis qu'il n'avait pas vraiment fouillé, il n'avait pas vraiment enquêté. Il était resté sur des cas de violence très légers. Et d'ailleurs, apprend-on même dans les lignes de ce rapport, il y avait des punitions qui sont quand même pas anodines, hein, qui avaient été dévoilées, à savoir par exemple des enfants qui avaient un comportement qui ne plaisait pas à l'époque, qui ont été finalement sortis en plein hiver en slip toute la nuit, 2 élèves, et qui ont passé la nuit comme ça, comme punition, physique. Et il faut vraiment se dire, ok, ça on est sur de la... c'est même plus le truc à l'ancienne. On n'est même plus sur l'école à papa où on va mettre une petite gifle, parce qu'il y a eu des histoires où ils tapaient sur les doigts, l'histoire de la règle. Dans beaucoup d'établissements, un peu dans les années 80-90, c'était connu. Même moi, dans mon école primaire, j'ai entendu des choses qui se faisaient. Là, c'est vraiment de la torture. Mettre 2 enfants en plein hiver en petite tenue, c'est assez grave. Et la torture est sexuelle. Et sexuelle, alors là aussi, c'est les langues se sont déliées parce que plusieurs personnes ont témoigné. Le père Caricart, qui a été au centre d'une grande partie de certaines accusations, les plus graves en tout cas, la nuit, certains surveillants allaient récupérer des enfants et les amener dans le bureau du père Caricart. Et voilà, il y avait des abus sexuels. Il y a même un témoignage beaucoup plus précis d'un enfant dont le papa est décédé. Le père Caricart est allé réveiller le matin l'enfant pour lui apprendre la triste nouvelle. Et avant de lui faire prendre son train pour pouvoir rentrer chez lui et commencer son deuil, il lui a fait prendre une douche durant laquelle il lui a imposé une fellation. Et voilà, c'est des sombres histoires comme ça, avec la complicité de certaines personnes, et aussi, parce qu'il y a eu des personnes là qui ont été mises en garde à vue, comme tu disais tout à l'heure, plus de 120, 130 plaintes, ça continue, parce que les langues se délient. Au début, ça a commencé avec 112 plaintes, cet article de Mediapart qui a mis le feu aux poudres, à partir duquel le député Paul Vannier, donc de la France Insoumise, a fait émerger la question dans l'hémicycle. Et à partir de là, l'affaire a pris une ampleur inédite. Est-ce qu'on sait qui fréquente, hormis les enfants de Bayrou, qui fréquentait cet établissement ou qui fréquente cet établissement ? De ce que j'ai vu, des notables, des gens un peu aisés, apparemment, les enfants qui subissaient les pires violences, c'était ceux de familles pas du tout aisées. Venant du prolétariat. On va dire ça. Donc, il y avait effectivement un 2 poids 2 mesures. C'est peut-être pour ça que François Bayrou n'avait aucune crainte pour ses enfants, parce que c'était un de ses arguments.
il a dit, vous imaginez que si j'avais appris ce genre de choses, j'aurais enlevé mes enfants de l'école. Bah, pas sûr, parce que tout le monde savait qui était François Bayrou. Il était conseiller général, il était ministre, il était même ministre. Il a été aussi conseiller général et président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Donc c'était quelqu'un de connu, tout le monde savait que ses enfants, qui ils étaient. Et en plus, sa femme, Elisabeth Guigou, pardon. Pas Elisabeth Guigou, non, c'est pas la même. Elisabeth Bayrou, parce qu'on va parler d'Elisabeth Guigou après. Elisabeth Bayrou enseignait le catéchisme. Et elle a assisté aux obsèques du père Caricart. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, il y avait eu le soutien de personnes, de notables dans la région, parce que François Bayrou s'était déjà rendu pour soutenir l'établissement lorsqu'il était ministre. Et on voit qu'il y avait une omerta, au minimum, voire voilà, un silence complice. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage ces derniers jours, je crois, de France Télévisions, France 3 Régions. Je me demande qui allait faire un micro-trottoir dans la ville de Bétarame. On imagine aussi la gêne des habitants, mais on sent une omerta. On sent une omerta un peu gênée des habitants qui ne veulent pas forcément parler. Peut-être déjà de peur de jeter l'opprobre sur leur village, sur leur ville, mais surtout, je pense que c'est des choses qui étaient un peu sues et un peu tues. Mais on en parlait lundi avec Carl Zéro et notre ami Jean-Luc Robert ici présent. On remarque aussi une grande maladie de notre pays, pas que de notre époque, mais de notre pays, c'est l'omerta et le silence. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses, mais bon, peut-être des lettres parfois cachées, mais ça ne va pas au-delà, quoi. On ne témoigne jamais à visage découvert, on ne dit jamais les choses, et on voit des malheurs se passer à côté de nous, et puis bon, on les laisse quand même. Surtout sur ce dossier-là de la pédocriminalité, qui en soi, alors certes, il y a les chiffres officiels, 77% des incestes, des viols sur enfants se font dans le cadre familial, ce sont des incestes, donc il reste quand même 23%. Dans ces 23%, ce qui est terrible, 77%, il faut quand même aller faire le boulot judiciaire là-dessus. Mais il y a quand même 23% qui doit concerner énormément d'institutions publiques et aussi de réseaux privés, je pense au monde politique, dont parfois on a aussi des petites saillies, des petites sorties non contrôlées qui nous montrent un petit peu l'envers du décor. On se rappelle la plupart d'entre nous, des petites phrases de Cohn-Bendit, qui parlait de manière très décomplexée dans les années 80, 70-80, sur le plaisir d'avoir une petite fille de 5 ans qui vous déshabille. Ça, c'est le verbatim. Ou alors de feu Frédéric Mitterrand, qui disait que chez Ardisson, au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse. Ça peut paraître rien, ce genre de propos, mais ça traduit aussi une forme de banalité de la pédophilie. D'ailleurs, il y avait eu une tribune, à proprement parler, pédophile, dans Libération, qui a été publiée il y a plusieurs décennies. Après, la Libération s'est excusée, etc. Bon, Jacques Lang avait d'ailleurs signé cette tribune. On voit qu'il y a un microcosme politique qui est plutôt, pas tous, je ne vais pas être tous dans le même panier, mais pour certains qui étaient en fonction et qui étaient plutôt favorables à ce genre de, de faire sauter quelques frontières intellectuelles vis-à-vis d'un véritable tabou, d'un véritable interdit anthropologique, c'est-à-dire on ne touche pas aux enfants. Et je pense que du coup, ce genre d'affaires montre à quel point la parole de l'enfant n'est pas prise en compte. Et que les moyens mis dans la police et dans la justice, malheureusement, même s'il y en a qui font le boulot, ne seront pas mis en œuvre. Et on l'a vu dans l'affaire Doutreau, où la parole des enfants a été complètement discréditée à la faveur de la venue de notre ancien ministre, Dupond-Moretti, qui a fait le matador face à des enfants de moins de 10 ans pour essayer de montrer à quel point quelques propos étaient incohérents. Mais est-ce qu'on va demander à un enfant qui a subi des horreurs de rester totalement cohérent et on va lui remettre un Dupond-Moretti en face pour aller chercher les petites failles et finalement aboutir à ce que cette affaire finisse en eau de boudin. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance dans ce pays à ce que la pédocriminalité ne soit pas combattue. Et d'ailleurs, je le rappelle pour finir là, il ne faut pas oublier que la France, c'est le 3e pays hébergeur d'images pédopornographiques dans le monde.
D'ailleurs, il paraît que les serveurs de Free en sont largement les plus impliqués. Donc, il y aurait vraiment un vrai audit à faire dans ce pays. Je pense que ceux qui disent que la France est pédolande sont pas loin de la vérité. Tu as parlé de Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux. Bon, j'ai eu le malheur de la connaître lorsqu'elle était députée de Romainville, dans le 93. Quel était son rôle, justement, à cette époque ? Justement, c'est bien ça le souci. C'est qu'elle a été... Alors, on a vu que pour s'en sortir, Bayrou veut pas tomber seul. Donc, en sortant ses piètres excuses, il a fini par balancer la patate chaude à qui il pouvait autour de lui. Et finalement, j'ai envie de dire, il n'a pas tort. Pourquoi il serait le seul à tomber dans cette histoire ? Parce qu'il y a des gens autour aussi qui sont peut-être moins directement impliqués que Bayrou, parce que lui, vraiment, alors lui, il y a vraiment des choses convergentes vers le fait qu'il savait et qu'il n'a rien fait. Mais par contre, Guigou, qui était ministre de la Justice de juin 1997 à octobre 2000, très certainement qu'elle a eu connaissance de cette affaire. Et d'ailleurs, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, parce qu'il y a des lettres officielles qui ont été adressées à Elisabeth Guigou entre 1998 et 2000 et qui documentaient l'évolution du scandale. Qu'est-ce que disaient ces lettres ? Déjà, le 15 juin 1998, on retrouve dans les médias aujourd'hui que le procureur Rousseau a alerté sur des faits susceptibles d'avoir été commis par des enseignants religieux sur divers élèves au-delà du cas Caricart, et que ça nécessitait une enquête approfondie. Pas de réponse. Non, aucune réponse. Aucune réponse. Ça, c'est quand même le procureur qui écrit au ministre. Aucune réponse. Et d'ailleurs, c'est même pas rien. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui écrivons au garde des Sceaux. Et d'ailleurs, Guigou qui essaie de se justifier, hein, évidemment. Comment elle se justifie ? En disant que c'est une tentative, alors je vais retrouver l'intitulé exact, une tentative désespérée, politique, voilà, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je vais vous ramener le propos exact, hein, pour pas... Alors... Oui, enfin, aujourd'hui, elle est très gentille, Madame Guigou, mais elle est à la retraite. Je veux dire, il n'y a aucun fait politique contre elle, quoi. Non, par contre, en tout cas, cette lettre du procureur Rousseau, quand même, aurait dû, au minimum, l'alerter et engager au moins des poursuites et une action publique. On parle d'un établissement qui a des subventions publiques. Donc Elisabeth Guigou qui se défend en disant qu'elle déplore une misérable manœuvre politicienne. Voilà, c'est-à-dire que c'est sa seule réponse à cette affaire. Ils répondent toujours ça à tous. C'est-à-dire qu'il se renvoie la patate chaude. Parce que oui, Bayrou lui dit « j'étais pas au courant », alors qu'à son fils qui est dans l'établissement, alors qu'il a demandé sa femme, qu'il a demandé un rapport, une enquête sur l'établissement, que plusieurs enseignants ont affirmé ces derniers jours, ces dernières semaines, avoir transmis à François Bayrou des informations. Et même Mediapart a révélé l'accusé de réception d'un courrier qu'il a reçu à la mairie de Pau en 2024 d'une ancienne victime qui essayait de l'alerter sur ces... Et en 2024, pas de réponse aussi ? Je ne suis pas au courant, je n'ai aucune connaissance, hormis une claque. Voilà, c'est sa ligne de conduite. Alors, il a reçu entre-temps le collectif de représentants des victimes il y a une semaine, 10 jours, à Pau. Il a fait son show, son théâtre, parce qu'il doit aussi faire œuvre de représentation. Mais très clairement, on voit bien qu'il ne veut pas démissionner. Donc, qui est-il en train de protéger ? Bon, parce que c'est facile de taper sur Guigou, et on va voir que finalement Guigou, c'est pas la première fois, parce que avec l'affaire Zandvoort, elle était elle-même aux fonctions en 2000. L'affaire Zandvoort, c'est quoi ? C'est une affaire un peu semblable ? Affaire d'un CD-ROM dans lequel il y avait une dizaine ou des dizaines de milliers de photos d'enfants. Dans les années 90, c'est parti d'une arrestation d'un pédotrafiquant, je crois en Belgique ou en Hollande. Donc déjà, ça prend une tournure internationale. En France, Serge Garde à l'Humanité, qui a reçu le CD-ROM, qui a publié une enquête. D'ailleurs, eux-mêmes avaient le CD-ROM à la rédaction de l'Humanité. Et étant donné que l'affaire a fait grand bruit et que la police et la justice n'ont pas bougé en France, il y a des familles, il y a des parents qui avaient des soupçons sur la présence des photos de leurs enfants dans ce fichier, qui sont allés le consulter à la rédaction de l'Humanité pendant ce temps-là.
Et Elisabeth Guigou, qui dans un JT à la télévision, a fait mine de demander à ce qu'on lui envoie ce CD-ROM. Sauf que un des journalistes enquêteurs belges de l'époque a publié ensuite le courrier qu'il avait reçu un an avant, prouvant qu'il avait envoyé ce CD à l'Élysée et que l'Élysée lui avait répondu qu'ils avaient transféré le CD au ministère de la Justice. Donc le ministère de la Justice avait le CD-ROM et un an après, Elisabeth Guigou qui venait à la télévision faire semblant de dire aux journalistes de réclamer ce CD-ROM pour donner suite à l'enquête. Donc on voit que c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire l'affaire Zandvoort est autrement plus grave, parce qu'on parle de dizaines de milliers d'enfants, de photos pédophiles. Bon, l'affaire Betaram est horrible également, mais là on parle d'un réseau international. Et le ministère de la Justice français ne répond pas. Que sont devenus ces enfants, on ne le sait pas. Qui a commandité ces images, on ne le sait pas. Qui les a achetées? Alors il y avait ce pédotrafiquant qui a été arrêté, mais on ne connaît pas le reste du réseau. Et cette affaire a été classée en non-lieu. 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 Voilà. Alors et aujourd'hui, toutes les preuves sont dans les mains des juges, des ministres, etc. Quand on reçoit un CD-ROM avec des photos d'enfants, surtout à l'époque, encore aujourd'hui, on pourrait soupçonner avec l'IA de pouvoir trafiquer des images. À l'époque, c'était impossible, dans les années 90. Personne ne se demande qui sont ces enfants. Des Français, des Belges, des Suisses. Il y a des gens de tous les pays qui étaient allés consulter ces images. Des parents ont reconnu leurs enfants sur certaines de ces images. On ne sait pas qui a pris ces photos, on ne sait pas ce que sont devenus la plupart de ces enfants, et il n'y a aucune conséquence pour les coupables. Et on voit à quel point, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je me réfère souvent au boulot de gens qui ont fait ce job, et de voir à quel point ils se sont confrontés à un mur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'affaire Betaram, évidemment que c'est très bien qu'elle sorte, évidemment que, heureusement qu'il y a des médias qui osent encore enquêter sur ces sujets-là. Mais c'est l'arbre qui cache une forêt tellement vaste qui n'est pas prise en compte et dans laquelle les personnes qui ont essayé d'œuvrer se sont soit confrontées à un mur, soit ont été évincées. Et je pense à ce fameux juge Durand, qui était président de la Civis, la commission contre les incestes et les violences commises sur les enfants. Bon, je ne sais pas l'intitulé exact, mais vous retrouvez, c'est à peu près ça. Qui a été créé à la suite du mouvement MeToo, en 2020, et à la tête de laquelle on a mis le juge Durand. Alors c'était une excellente idée parce que lui, il a vraiment bossé. Il a peut-être même trop bossé. Parce que pendant 3 ans, il a récupéré plus de 30 000 témoignages. Il a publié un rapport en novembre 2023, un énorme rapport de 700 pages, intitulé « On vous croit ». Alors, pourquoi il l'a intitulé comme ça? Parce que la parole des enfants, de ces milliers de témoignages dans ce rapport, elle converge vers la même chose. La parole de l'enfant n'est pas crue. Il subit 2 fois sa peine. Il subit sa violence sexuelle ou physique, et ensuite il subit la violence de l'incrédulité des personnes à qui il en parle, et généralement, ce que disait le juge Durand, ils se taisent à jamais une fois qu'ils sont pas crus. Et il a été évincé juste un mois après avoir publié ce rapport. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, on va dire, la récompense de son travail, les bénéfices et les félicitations pour ce boulot énorme qui n'avait jamais été fait en France et qui allait pouvoir se poursuivre sous son égide, il a été évincé. Il a été remplacé par 2 personnes, dont l'une a été, quelques semaines après, accusée de violences sexuelles pour des faits antérieurs. En gros, la Civis a été complètement détruite dans l'œuf. C'est une coquille vide. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Ce rapport n'a pas donné de suite. Et le juge Durand, d'ailleurs, dans une interview de France Info, qui date du 12 décembre 2023, donc quelques jours après son éviction, dit bien que malheureusement, dans ce pays, le tabou, c'est pas la violence faite aux enfants, ni sexuelle ni physique, c'est les messagers qui le dénoncent. Il le dit quasiment dans ces termes, en disant malheureusement, sur ce sujet-là, on va taper sur les messagers et pas sur les faits eux-mêmes. Et aujourd'hui, le juge Durand, malheureusement, ne donne plus d'interviews. Je pense que la pression était énorme sur ses épaules. Il a eu le courage de faire ce boulot. Et on voit que du coup, c'est facile pour les médias maintenant de s'attaquer à Bayrou, proie facile. Il y a des grandes chances que ce fusible saute. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dealé en coulisses. Est-ce que le fait qu'il saute
a été négocié en coulisses pour placer quelqu'un d'autre, avant la prochaine dissolution, qui va sûrement arriver en juillet. Bon, finalement, il fallait une affaire pour entretenir un petit peu le cas Bayrou. Alors, c'est très bien que les victimes obtiennent réparation. J'espère pour elles qu'elles vont obtenir quelque chose. Mais on voit derrière que l'affaire du juge Durand n'a pas fait beaucoup parler dans les médias. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.